Bonsoir à tous. J'espère que vous m'entendez les uns et les autres. Je me présente pour ceux qui me connaissent pas, Bernard Morillo, maire de Sainte-Pazanne. Je vais peut-être, tant que je cause, pousser le masque, ce sera plus facile à entendre. Je suis accompagné de Stéphane Lambert, qui est adjoint à l'urbanisme ce soir, pour vous parler d'un futur secteur d'urbanisation à Sainte-Pazanne autour des écaries et des ponnières. Donc, à situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, on s'adresse à vous à travers la visio. C'est une première. Aujourd'hui, on arrive à plus de 60 personnes qui sont déjà connectées. Il y en aura peut-être 80 tout à l'heure parce qu'il y avait 85 ou 90 personnes d'inscrites. C'est-à-dire qu'on est pratiquement au nombre de ce qu'on aurait pu faire dans une réunion publique. C'est dommage, l'échange est plus facile en direct. Mais malgré tout, si on veut que les dossiers avancent, qu'on continue à faire avancer les choses, on a préféré aller à votre contact à travers la visio et vous montrer l'état d'avancement du dossier à laquelle on en est aujourd'hui. On attend de vous de vos réactions, peut-être pas en direct, mais en complément de ce que vous allez pouvoir écrire pour enrichir ce dossier. Et nous aurons occasion, sans nul doute en 2021, quand on pourra se voir en direct, de rediscuter. Il y aura d'autres étapes dans l'avancement de ce dossier qui va durer longtemps. Et ne soyez rassurés, on aura occasion d'y revenir. Je vais tout de suite passer la parole à Laurent Barraud, qui va nous présenter un peu l'équipe des gens qui vont nous présenter l'état d'avancement des études à laquelle on en est aujourd'hui. À toi, Laurent. Merci. Bonsoir à tous et à toutes. Je vais vous présenter tous ceux qui sont sur scène que vous voyez en bas de votre écran et aussi les sociétés qui représentent. Donc, pour ma part, Laurent Barraud, je représente la société Crédit Mutuel Aménagement Foncier avec un directeur qui s'appelle Olivier Tronet et la société aussi Nexity Foncier Conseil avec Jean-Yves Cadier et Guillaume Magnaval. Et à nous, on représente les aménageurs de cette ZAC. Ensuite, il y a Marie Champion qui fait partie de 1000 architectes avec François Lanoux. Ensuite, il y a Étienne Gagné qui fait partie de la société ECR Environnement et Justine Leleu qui représente la société SIAM pour tout ce qui est assistance à maîtrise d'ouvrage. À côté de ça, il y aura aussi Oak Paysage qui interviendra plus tard dans les questionnements et François Lanoux qui interviendra un peu plus tard aussi lors des questions en fin de séance. Je laisse la parole à Justine. Justine, on n'a pas ton micro. Merci. Merci de participer à cette première réunion publique en ligne sur la ZAC des écaries ponnières. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je vous propose de découvrir ensemble l'espace d'échange que nous partageons pour cette séance, puisqu'il vous offre la possibilité d'interagir et de poser vos questions en direct. Donc, normalement, si tout se passe bien, vous voyez à peu près cet écran-là avec sur la gauche le support de présentation qui va être commenté par les animateurs et sur la droite, un onglet avec participants, questions, chat. Pour interagir entre vous, si vous le souhaitez, si vous souhaitez discuter avec d'autres membres du public, vous pouvez utiliser la fonction chat. C'est un outil de discussion tout à fait classique. On vous demande bien évidemment de rester poli, correct, mais voilà, ça c'est votre outil d'échange entre vous. Ensuite, si vous voulez poser des questions à destination de la commune, des aménageurs et des animateurs, c'est dans l'onglet questions qu'il faudra les poser. Que ce soit dans l'onglet chat ou dans l'onglet questions, tout ce que vous écrirez sera visible de l'ensemble des participants. Et en termes d'organisation, ce qu'on vous propose ce soir, c'est de vous présenter la totalité du support qui s'affiche à l'écran et de se réserver un quart d'heure, 20 minutes en fin de séance pour répondre aux principales questions posées. Et puis, les autres questions pour lesquelles on n'aura pas forcément la réponse à l'instant T,
seront consignés dans le registre de concertation de cette opération d'aménagement et feront l'objet de réponses apportées ultérieurement par l'équipe et les élus. Elles pourront d'ailleurs enrichir la réflexion, le projet, et elles intégreront le bilan de la concertation de la ZAC qui fera l'objet d'un vote du conseil municipal. Voilà. Donc, je vois que le chat a déjà commencé. Et donc, c'est très bien. N'hésitez pas à vous approprier l'outil. Donc, je vais maintenant laisser la parole à Monsieur Morillo pour rappeler le contexte, pourquoi la commune a engagé cette opération et quelles ont été les étapes de franchie jusqu'à présent, jusqu'avant de recruter l'aménageur. Merci. Merci, Madame Leleu. Donc, vous rappelez, mais pour ceux qui habitent à Sainte-Pazanne, c'est plus simple, la localisation entre donc la route du Pèlerin et la rue de Villette, c'est quelque part ce qu'on peut appeler une dent creuse dans notre urbanisation par rapport à Sainte-Pazanne. Quand vous regardez le bourg, en fait, c'est l'endroit qui avait été déjà préfléché il y a déjà une dizaine d'années comme étant un lieu d'urbanisation future. Ce lieu est proche du centre-bourg, proche de la gare, certes séparé par la ligne SNCF, mais c'est une richesse pour Sainte-Pazanne d'avoir plutôt cette ligne SNCF et cette gare qui, quand on regarde ce qui s'est passé autour du Malessard depuis une bonne dizaine d'années et ce qui va se passer là autour des Écaries-Ponières, recentre la gare complètement dans la centralité de Sainte-Pazanne. Et donc cet endroit-là aussi, le fait qu'il était préfléché depuis un certain temps, on l'a mis là parce qu'il exerce assez peu de conséquences sur les terres agricoles exploitées par des actifs agricoles, seulement à la marge, et ça nous semblait aussi important de prendre ça en compte sur cette localisation. Ensuite, dans cette localisation, on l'a inscrite dans le PLU, mais on en a défini un périmètre d'études. Vous avez pu voir un périmètre d'études qui a été forcément assez large. Vous verrez tout à l'heure au cours de la présentation que ce périmètre d'études il a été adapté, réduit à ses frontières, enfin à quelques endroits. Et donc c'est dès 2018, en parallèle à la réflexion sur notre PLU, que nous avons conduit cette étude de faisabilité sur ce secteur-là et de définir ce périmètre. Et on a eu déjà 2 séquences, fin 2018 et en 2019, de concertation, une avec les propriétaires qui ont été invités à venir voir quelles réflexions étaient conduites autour de leur terrain d'une part, et puis une réunion publique au mois de janvier 2019. Cette concertation, on la veut la plus large possible pour une opération d'aménagement d'ensemble. Ça se fait pas par petits bouts et de voir comment les choses peuvent se coller les unes aux autres. On réfléchit globalement et après on avance progressivement. Donc si on avance, quels sont l'intérêt ou pourquoi créer un nouveau quartier à Sainte-Pazanne? Vous le savez, la commune est attractive. L'augmentation de population qu'on a pu connaître ces 20 dernières années a été assez significatif, même si cette augmentation de population, sous notre volonté, s'est réduite, je dirais, ces 5 ou 6 dernières années. Malgré tout, Sainte-Pazanne intéresse les gens. Pas plus tard que ce matin, j'avais encore un couple de mon bureau qui me dit on vient d'arriver à Sainte-Pazanne, on est content, c'est vraiment un choix qu'on a fait à mi-chemin entre la métropole et le littoral, avec une gare et tous les services qui peuvent exister. Et donc, créer un nouveau quartier, c'est aussi pouvoir répondre à l'attente de ces gens. Et puis Sainte-Pazanne est aussi un pôle de centralité et donc il a quelque part une responsabilité par rapport à ça. Et puis une évolution à travers un nouveau quartier qui confirme notre dynamisme communal à travers les équipements publics que l'on peut avoir, mais aussi à travers son dynamisme associatif.
la variété des commerces et des activités qui peuvent et des services qui peuvent exister sur notre commune. Je voudrais juste vous rappeler quand même que sur la maîtrise de la population, en fait, on n'a pas ouvert de classe depuis 6 ans. Depuis 2014, il y a eu des ouvertures de classe dans les années 2005-2010 de façon assez importante. On n'en a pas ouvert depuis, et même on est à la veille d'enfermer en maternelle, ce qui veut dire que quand même, quand on a une volonté de maîtrise, de fixer un nombre de logements par an, on arrive à maîtriser l'augmentation de population par rapport à nos équipements publics. Et puis il y a aussi, à travers un projet comme celui-là, une volonté de diversifier les offres de logement et d'assurer une mixité sociale entre les jeunes familles qui arrivent, les aînés, accompagnés de vieillissement de la population, enfin voilà, répondre à des nouvelles demandes aujourd'hui qui émergent sur le télétravail, les auto-entrepreneurs, enfin bon, tout ça, ça fait partie des réflexions. C'est un projet urbain qui est à anticiper, c'est long, de créer, de vouloir faire une ZAC, c'est une réflexion qui prend du temps, mais le temps, quelque part, nous aide à donner de la qualité dans nos réflexions pour avoir des aménagements de qualité, on va y revenir tout de suite après, et puis, comme je le disais tout à l'heure, avoir une concertation la plus large et la plus développée possible, et le temps nous aide à cela. C'est pas quelque chose qui est fait rapidement. Et je voudrais vous rappeler que un des points essentiels aussi qui nous a conduit sur cette opération de ZAC, c'est de maîtriser les prix de sortie de terrain. On l'a démontré, je dirais par la preuve, à travers le Malessard, où des jeunes familles sont arrivées et on a pu, j'allais dire, avoir des prix mieux maîtrisés et éviter les envolées de prix qu'on avait pu connaître à certains moments. Et la ZAC permet ça parce qu'il y a une plus grande maîtrise publique sur sa mise en œuvre. Donc la ZAC qui est mis en place est complètement en relation avec les objectifs du PLU que nous avons par ailleurs, correspond aussi ou répond aux objectifs fixés par le plan local de l'habitat qui a été fixé par notre agglomération avec des objectifs de construction par commune, et puis répond aussi aux objectifs du SCOT du Pays de Ré, le schéma de cohérence territoriale du Pays de Ré, où Sainte-Pazanne est reconnu comme pôle d'équilibre. Le PLU définit donc ou concrétise ça par 2 zones au sud de la rue des Écariponnières, une zone 1 AUA, donc qui est directement ouverte à l'urbanisation, et je dirais au nord de cette zone, vous le voyez sur le plan, une zone 2 AUA à monter vers la Basanière, donc qui seront ouvertes le jour venu. Est-ce que ce sera dans 4 ans, dans 5 ans, dans 6 ans? Le jour venu, en fonction du phasage que l'on s'est donné et de l'avancée des constructions. La 2 AUA ne permet pas, il faut une nouvelle délibération de conseil municipal pour pouvoir ouvrir cette zone. Vous dire les ambitions communales que nous avons pour le projet, c'est de permettre la réalisation d'environ 40 logements par an. C'est ce que l'on a connu sur le Malessard ces dernières années, avec les résultats que je vous donnais tout à l'heure sur l'utilisation de nos équipements publics, et en particulier des écoles, afin d'assurer un développement urbain régulier, mais maîtrisé. Enrichir le projet par la concertation, sans ZAC, on n'aurait pas cette obligation. Les communes qui font un simple zonage à leur PLU et qui ouvrent sous forme de lotissement, c'est plus simple à mettre en œuvre, mais il n'y a pas la même qualité derrière, il n'y a pas la même concertation avec la population que nous oblige cette formule de ZAC. Et puis, c'est de développer un quartier performant, on va y revenir tout de suite après, et innovant dans la prise en compte des enjeux d'environnement. On sait qu'il y a plein de questions posées aujourd'hui autour de la gestion de l'eau, les énergies, les économies d'énergie, la biodiversité, le paysage, le cadre de vie. Et on tient, à travers ce nouveau quartier, à répondre à ces interrogations. Et la commission urbanisme de la municipalité a déjà commencé à travailler. Il y a eu 2 séances de travail avec les cabinets d'études. Ce soir, il y a une réunion d'échange pour montrer où on en est. On va enrichir tout ça et pour commencer, pour arriver avec vous à construire un quartier le plus agréable possible à vivre. Vous le voyez en bas de votre écran, ce qu'on défend, le bien vivre ensemble,
nous avons demandé aux aménageurs de regarder comment recréer des petites placettes, limiter la voiture dans ces quartiers-là, développer les liaisons douces, développer les espaces verts, des espaces ouverts à tous avec différentes activités. C'est ce qu'on va être amené à vous présenter tout de suite, mais ça nous semblait important de vous redire ça, je dirais la commande quelque part de la municipalité par rapport aux aménageurs, ce que la ZAC, une fois de plus, je le répète, permet. Et donc, suite à ces études préalables et au commencement de ces études, en 2019, nous avons lancé un concours d'aménageurs. Nous avons voulu faire les choses de façon la plus transparente possible. Nous avons écrit un cahier des charges de consultation. Nous avons constitué une commission avec des élus de la majorité, des élus de l'opposition. Nous avons reçu une dizaine de dossiers que nous avons regardés, analysés. Nous avons retenu 3 aménageurs potentiels. Nous les avons reçus, auditionnés, posé un certain nombre de questions. Ils ont, je dirais, enrichi leurs propositions et au final, nous avons donc retenu le groupement Crédit Mutuel Aménagement et Foncier, Aménagement Foncier et Nexity Foncier Conseil. Voilà, Crédit Mutuel, Aménagement Foncier et Nexity Foncier Conseil, excusez-moi, qui ont été retenus. On a signé un contrat, un traité de concession avec ce groupement d'aménageurs et je vais tout de suite laisser la parole donc aux responsables de ce groupement pour nous présenter la suite des opérations. Je vous remercie de votre écoute et je reviendrai vers vous s'il y a des questions posées tout à l'heure. On avance donc dans la présentation et je pense que c'est Laurent Barraud qui va reprendre la parole. Merci à toi, Laurent. Merci, monsieur le maire. Effectivement, comme on disait en préambule, là, on a été donc élu lauréat de la ZAC et donc on a signé le trait de concession en fin d'année avec la commune, donc le Crédit Mutuel Aménagement Foncier et Nexity Foncier Conseil. Et en fin d'année dernière, on a aussi voulu s'entourer d'une équipe pluridisciplinaire et pour ça, on a lancé une consultation pour retenir une équipe. Et cette équipe qu'on a retenue, c'est constituée de 1000 architectes avec Marie Champion et François Lanoux, Doc Paysage avec Guillaume Guillard, 2CR Environnement avec Étienne Gagné, 2 Siam Conseil avec Justine Leleu, et ils ne sont pas présents aujourd'hui, mais il y a aussi AGIS, qui est un bureau d'études techniques et de géomètres, qui fait partie de l'équipe. Et toute cette équipe, pendant une année, là pratiquement, puisqu'on arrive à la fin de l'année 2020, on a mené tous ensemble les études environnementales, donc tout ce qui est diagnostic, zone humide, faune-flore sur les différentes saisons. On a aussi réalisé le relevé topographique et les premières études techniques sont en cours. Et tout ça afin de préciser la faisabilité du futur quartier. Donc tout ce travail va vous être présenté après par les différents intervenants. Et je vais laisser la parole justement à Justine. Oui, moi je vais vous toucher un mot de la démarche assez innovante de l'aménageur qui a été de proposer à la commune de s'inscrire dans une démarche de labellisation qui s'appelle Habitat et qualité de vie. Vous l'aurez compris, les ambitions des élus sont importantes. Elles visent à la fois à assurer un cadre de vie très agréable, très convivial pour les futurs habitants, mais également à prendre en compte les impacts sur l'environnement. Et donc, pour cela, on peut avoir toute l'expertise et les réponses possibles pour pouvoir relever ces défis-là, mais les aménageurs ont trouvé intéressant de pouvoir, in fine, évaluer la qualité de cette opération au regard d'un label qui a la démarche finalement d'apporter une note sur 1000 points pour établir sur quelle dimension le projet est performant, plus ou moins. Ce travail de labellisation nous a justement incité à échanger pendant toute cette première partie de l'année 2020 avec les élus pour établir leur niveau d'ambition sur chacune de ces 5 dimensions. Et donc, je vais vous les présenter rapidement.
Le label Habitat et qualité de vie attache une grande importance à la gouvernance de projet puisque ce quartier qui va accueillir des habitants, il doit répondre aux besoins du plus grand nombre. Et donc l'intérêt, c'est de faire un projet en co-construction. Donc ça, c'est déjà permis par la procédure de zone d'aménagement concerté, comme l'a rappelé Monsieur le maire, puisque dans le cadre du traité de concession qui relie l'aménageur à la commune, le projet est vraiment établi en concertation forte avec les élus et les aménageurs doivent obtenir à chaque étape la validation du conseil municipal pour avancer à l'étape suivante. Donc ça, c'est un gage d'échange, de dialogue très fort. Mais au-delà de ça, il s'agit surtout de pouvoir échanger avec les personnes qui seront amenées à habiter dans ce quartier, mais également à le traverser, à le pratiquer. Et donc, aujourd'hui, toute personne qui habite d'ores et déjà Sainte-Pazanne peut avoir des idées pour apporter pour l'élaboration de ce quartier. Donc, c'est pour ça qu'on est en train de mettre en place une démarche de concertation avec différents modules. Donc, il y a ce soir, hein, je le répète, vous pouvez apporter vos questions en ligne. Mais c'est un projet qui demande de la maturation, donc vous aurez la capacité également pendant les mois, les semaines et les mois qui arrivent de faire vos remarques, de les inscrire dans un registre que vous trouverez soit à l'accueil de la mairie, soit en ligne sur le site internet de la mairie. Et puis, on vous a également proposé un petit sondage pour échanger là encore sur des attentes un petit peu particulières que vous pourriez avoir, vous, vis-à-vis de ce projet. Et enfin, on va également, dans la mesure du possible, et on l'espère très prochainement, organiser des ateliers à destination d'habitants, des commerçants, des professionnels, des associations, enfin toute personne qui peut être intéressée par ce projet, pour cette fois-ci travailler ensemble sur des thématiques particulières. Et donc contribuer là encore à enrichir le projet. Donc ça, action pour le volet gouvernance. Sur le volet vivre ensemble, Monsieur le maire l'a rappelé également, l'objectif de ce quartier est de répondre aux différents besoins des Pazannais dans toutes les situations familiales selon les différents revenus disponibles. Et donc, l'engagement qui est pris à ce stade avec les aménageurs, c'est bien de réaliser un quartier qui accueillera 30% de logements en location sociale, comme le demande le programme local de l'habitat. Alors, quand on parle de logements en location sociale, ça peut être des maisons de ville, ça peut être des appartements, mais ça pourrait être, selon les besoins, des programmes adaptés à des besoins particuliers, par exemple une résidence de travailleurs saisonniers ou bien des logements adaptés à des personnes atteintes d'un handicap physique, mental. Donc, ça fait partie des éléments intéressants à relever justement dans le cadre des échanges avec les établissements, les associations locales. Ensuite, il y a 20% du programme de logement qui est intitulé « Accession à prix maîtrisé ». Il s'agit ici de proposer des terrains à des prix assez attractifs pour permettre à des ménages primo-accédants, des gens qui quittent la location pour s'engager vers la propriété, de faire réaliser leur logement. Donc ça, c'est plutôt intéressant pour les personnes seules, les familles monoparentales, les personnes qui souhaitent acquérir un premier logement. Et puis, le reste du programme, donc 50%, en accession classique, et là encore, avec des tailles de terrain assez diversifiées pour pouvoir s'adapter à différents types de besoins. Là, ici, vous avez l'expression du contrat passé entre la commune et l'aménageur. Mais on a encore beaucoup à construire sur ce volet-là, et notamment un projet de cette envergure avec sa durée de développement sur plus de 10 ans. C'est l'occasion, pourquoi pas, d'accueillir des projets un
innovants, des demandes un peu particulières. Alors, on pense à de l'habitat participatif, on pense à des gens qui auraient besoin de construire éventuellement des logements en accord avec d'autres familles selon des aménagements partagés. Et ici, dans le cadre de ce projet, ce sont des initiatives qui peuvent être accueillies, accompagnées. Et donc là-dessus, si vous avez ce type de projet ou si vous connaissez des gens qui recherchent des terrains pour accueillir ce type de projet, n'hésitez pas à nous contacter, à faire état de vos besoins via le sondage en ligne, à contacter la mairie, les aménageurs en direct, et puis pourquoi pas vous inscrire aux ateliers pour qu'on puisse intégrer ces demandes particulières. Le volet convivialité est au cœur de la réflexion des élus. Parmi les premiers objectifs qu'ils ont établis, c'est faire en sorte qu'il soit très facile, très sécurisé, très agréable à l'intérieur de ce futur quartier, de se promener, de courir, faire du sport, faire du vélo, faire de la trottinette pour les enfants. Avoir pas très loin de chez soi la capacité à pouvoir se retrouver pour faire des fêtes de voisins, des pique-niques, passer des moments ensemble. Ça nous manque tellement en ce moment que ça transparaît bien évidemment dans la commande. Et puis un autre élément qui est très très important, c'est la capacité à pouvoir jardiner et cultiver des fruits, des légumes, cueillir des fleurs dans ce quartier. Que ce soit bien évidemment chacun chez soi, mais aussi, pourquoi pas, ensemble sur un espace mis à disposition par la mairie. Et puis jouer, alors jouer, il y a les petits, on pense évidemment à eux en premier, mais ça peut être aussi des espaces de jeu pour les ados, des espaces de jeu pour les adultes. Après tout, on a tous besoin de se détendre. Donc, voilà quelques ingrédients pour aménager l'espace public. Là encore, c'est un sujet qui nous intéresse vraiment de discuter avec vous, puisque ce projet qui va se réaliser sur une dizaine d'années, je le répète, il a aussi vocation à proposer un cadre de vie, des services utiles à ses habitants. Et donc là, ça peut être intéressant avec vous d'imaginer ce qu'on pourrait développer dans le cadre de ce quartier, les endroits, les bonnes localisations pour pouvoir les installer dans le quartier en fonction de l'environnement, du rapport aux espaces naturels, aux lieux habités. Et puis réfléchir aussi aux ingrédients je parle trop, aux ingrédients à réunir pour pouvoir développer des pratiques intéressantes à partager entre voisins, accompagner les enfants à l'école, télétravailler, etc. Donc, n'hésitez pas, inscrivez-vous aux ateliers. Enfin, sur le volet environnemental, ici, énormément d'enjeux comme va vous le présenter Étienne très vite. C'est l'atelier qu'on organisera à ce sujet consiste à voir avec vous jusqu'où peut-on aller pour intégrer des aménagements qui permettent de protéger l'environnement, donc réguler les eaux de pluie sur le site, valoriser les zones humides, créer des espaces propices à la biodiversité, faire des économies d'énergie, développer les énergies renouvelables, comment est-ce qu'on fait en sorte que les gens puissent se déplacer facilement à pied, en vélo, tout en conciliant les modes de vie des Pasanais dans les choix d'aménagement faits, là encore dans les dispositifs, les localisations, etc. Et enfin, dernier item pris en compte dans le label, c'est la qualité du plan d'urbanisme, la qualité architecturale et paysagère qui va être développée dans ce futur quartier, puisque vous allez le voir, il y a des enjeux de mise en valeur du paysage naturel avec la topographie, les haies qui existent sur le site. Mais c'est aussi, là encore, de réfléchir à différentes ambiances pour proposer des lieux de vie différents. On n'a pas forcément tous les mêmes aspirations en termes de cadre de vie. Certains voudront être plutôt dans une rue, d'autres préféreront être
partager un espace de place avec des voisins, et on pourrait même imaginer aller jusqu'à avoir des petits secteurs où les maisons elles sont plutôt réunies par des jardins que par des placettes, pourquoi pas. Donc là encore, des choses qui permettraient, des idées qui seraient intéressantes d'échanger, d'approfondir avec vous lors des ateliers. Le paysage du quotidien, c'est important pour les promeneurs, pour les gens qui y habitent, soigner les vues qu'on a depuis son logement, sur l'extérieur, sur les rues, créer une harmonie architecturale et paysagère avec un règlement qui sera à écrire pour pouvoir construire dans ce secteur-là. Et puis, autre souhait de la collectivité, qui anticipe aussi les évolutions réglementaires à ce sujet-là, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte d'encourager au maximum le recours à des matériaux dits biosourcés, d'origine naturelle dans ce futur quartier, pour que ce soit aussi un quartier résilient. Voilà, donc vous avez ici la feuille de route. Maintenant, il faut la décliner. Et pour cela, l'une des premières étapes, ça a été de connaître les caractéristiques du site, phase indispensable puisque, entre autres, ce projet est soumis à une procédure au titre du Code de l'environnement d'autorisation environnementale unique. Et donc, je vais laisser Étienne Gasnier vous présenter aujourd'hui ce qui compose particulièrement l'environnement de ce secteur et ce qui détermine sa composition en termes de futurs quartiers. Bonsoir, donc Étienne Gagné, je travaille pour la société ECR Environnement. Alors ECR Environnement intervient dans le cadre de la ZAC et Cariponnière sur la constitution de l'étude d'impact et du dossier d'autorisation unique, qui sont toutes les deux des procédures liées à la procédure, enfin à la taille du secteur, qui fait que on doit passer par la production d'un dossier conséquent dans lequel la première étape consiste à évaluer, déterminer les sensibilités environnementales à de très nombreux niveaux à l'échelle du secteur géographique qu'on étudie. Donc, ECR Environnement a pris pour sa part a réalisé pour sa part le diagnostic lié à l'eau, donc tout ce qui concerne l'hydraulique, et le diagnostic lié au milieu naturel, donc ce dont moi je vais vous parler peut-être un petit peu plus en détail sur les quelques prochaines diapositives. Mais le dossier d'autorisation tel qu'il va être produit à la fin de notre étude regroupe plus de compétences que cela, puisque certains domaines sont traités par plusieurs de mes confrères dans des domaines dans lesquels ils ont leur propre spécialité. Je pense à l'étude d'impact agricole, donc on a un bureau d'études qui est spécialisé en agronomie. On a également un bureau d'études énergéticien, donc qui va traiter tout ce qui est énergie renouvelable à l'échelle du projet. On a également un acousticien, et puis l'étude d'impact va également reprendre des données qui sont traitées par les intervenants de ce soir, donc notamment la partie architecte, mais également la partie paysage, et puis la partie maîtrise d'œuvre pour le plus concret. Donc, gardez à l'esprit que l'étude d'impact telle qu'elle est envisagée est un ensemble, en fait, c'est un agrégat de plusieurs études qui donc aboutit à un dossier déposé en préfecture avec de nombreux services instructeurs en fait, qui vont avoir leur mot à dire sur la façon dont on va proposer, dans le cadre de notre projet, d'intégrer les différentes sensibilités,
tout ce qu'on aura vu comme élément d'intérêt sur le secteur, pas seulement naturel, mais également humain, agricole, voilà, à des degrés divers. Donc, j'ai pour ma part réalisé des diagnostics environnementaux, diagnostics zones humides et une partie des diagnostics hydrauliques sur l'échelle du secteur d'études. Donc, c'est un travail assez long puisqu'il s'est étalé sur une année complète, il vient juste d'être terminé. Quand j'entends par année complète, une année météorologique, puisque les premières investigations ont eu lieu en février, pour pouvoir avoir des résultats d'écoute ou de prospection en période hivernale. On a eu 2 sessions au printemps, une en été et une dernière en octobre, donc session d'automne. La cartographie que vous avez sur l'écran reprend les communautés végétales qu'on voit sur le site. C'est une des cartes parmi tant d'autres qui a été élaborée. Ce qu'on peut en lire, c'est que le secteur en fait contient en gros deux grandes catégories de structures végétales, de grands habitats. Vous avez d'un côté les habitats qui sont anthropiques, donc liés à l'activité humaine. Donc secteur orangé, ce sont les cultures. Vous avez également tout ce qui est route et voirie, les secteurs en violet, et puis en mauve, en rose, les secteurs un peu plus qui sont des arrières de jardin, des pelouses. Vous avez un secteur le plus présent, la communauté végétale la plus présente, ce sont des prairies. Diverses et variées, avec des différentes variétés de plantes, suivant qu'on se situe plutôt au nord, plutôt au sud, suivant que c'est pâturé ou non, fauché ou non. On peut classer sous l'appellation prairie plusieurs les associations de plantes. Ce sont les secteurs en vert clair que vous voyez pratiquement partout sur le site et qui occupent énormément d'espace sur le secteur d'études. Et puis un dernier secteur qui aura son intérêt, notamment sur la dernière diapo que je vais vous proposer, ce sont les secteurs boisés, puisque s'il y a des boisements surtout au centre du secteur, donc sont les zones que vous voyez en vert foncé au centre et puis en vert un petit peu plus clair, un petit peu plus nuancé, ainsi que les haies qui sont les gros traits verts pointillés qui parcourent partout sur le site. Ces sites-là sont les endroits en fait où se concentrent les espèces faunistiques d'intérêt qu'on a recensées sur le site. Vous avez en partie sud-ouest également qui apparaissent des secteurs plus bleutés, plus ou moins foncés, plus ou moins clairs, qui sont des communautés végétales, j'insiste, on est toujours sur de la communauté végétale, qui sont réputés être des secteurs humides. Voilà la transition pour la diapositive suivante, donc qui concerne un élément primordial, essentiel sur le secteur des écariponières, sur la partie environnementale, puisque ce qui caractérise le site tout du moins vis-à-vis de mon travail, c'est que le périmètre d'investigation de la ZAC contient beaucoup de zones humides, identifiées à divers niveaux. Les zones humides sont des secteurs qui sont strictement définis par la loi, par un arrêté de juin 2008, modifié en 2009. La loi fixe donc très exactement ce qu'on doit ou non considérer comme un secteur humide. 3 critères sont pris en compte. 2 sont liés à la végétation qui pousse sur un site. Le 3e est lié à la nature du sol qui est présent sous cette zone humide, ou disons sous la surface visible. Ici, la carte que vous avez est une synthèse de ces 3 critères. Donc, en fait, tout ce que vous avez
En bleu indigo, ce sont les secteurs qui sont réputés humides selon l'un ou l'autre des critères, sachant qu'on n'a pas besoin de cumuler plusieurs critères. Un seul critère suffit. Sur certaines de ces zones humides, on a observé 3 des critères, sur d'autres on en a observé 2, sur d'autres on n'en a observé qu'un seul, mais dans l'ensemble, il s'agit pour tous les secteurs que je viens de vous citer, il s'agit de secteurs définis par la loi, reconnus par la loi comme des secteurs de zone humide. Ce sont des secteurs qui sont primordiaux à identifier puisque ces secteurs sont protégés par la loi. Ils ne peuvent être aménagés sans une démarche qui leur est inhérente, qui passe par 3 étapes. C'est ce que vous avez sur le côté de la diapositive, ce qu'on appelle nous la séquence ERC, éviter, réduire, compenser. Avant de pouvoir aménager une zone humide, ce qui est parfaitement autorisé par la loi, avant de pouvoir aménager cette zone humide, disais-je, il faut d'abord chercher à éviter l'impact sur ces zones humides. Il faut dans un deuxième temps le réduire, si on le peut, au maximum. Et lorsqu'on a fait ces 2 premières étapes, d'évitement et de compensation, d'évitement et de réduction, pardonnez-moi, on met en place des mesures de compensation pour restituer à un secteur donné les zones humides qui pourraient avoir été aménagées par le biais de voiries, par le biais de remblais, par le biais d'imperméabilisation comme des maisons par exemple. À l'échelle de la surface, donc on a 20 à 25% de zones humides qui sont identifiées. Plus des 2 tiers d'entre eux vont être totalement maintenus. On en supprime 1,9 hectares en premier lieu, c'est une première enveloppe, elle est encore en cours de travail. L'idée, c'est d'avoir plutôt recours à de l'amélioration de zones humides existantes pour compenser cette destruction, plutôt qu'à de la création pure et dure, qui est un peu plus difficile à mettre en œuvre, puisqu'on part de secteurs qui n'ont pas forcément ne sont pas forcément un terreau fertile à l'apparition de zones humides, alors que les secteurs tels qu'ils y sont déjà, on sait qu'ils sont déjà propices à cela, étant donné qu'ils sont déjà humides. Encore faut-il pour cela qu'ils puissent être améliorables. C'est pour ça que les orientations d'aménagement telles qu'elles ont été prises pour le moment, ce sera l'objet de la partie suivante du diaporama. On s'est orienté sur des aménagements positionnés sur des secteurs humides de moindre intérêt, au contraire en libérant et en laissant le plus possible exploitable des secteurs humides sur lesquels on pouvait avoir un levier d'amélioration en termes qualitatifs. Un secteur humide a différentes fonctionnalités. Il sert à restituer de l'eau en période sèche, il sert à conserver de l'eau en période de crue, il sert à entretenir une faune et une flore spécifiques. Il peut éventuellement servir pour l'activité humaine, soit comme c'est le cas ici dans le cadre de peupleraies, ou éventuellement dans le cadre d'un tourisme, on va dire, un peu modéré, comme par exemple le fait d'y aménager des circuits pédestres ou des coulées vertes, quelque chose qui soit en fait un espace un petit peu plus naturel. Ce n'est pas parce qu'un secteur est en zone humide qu'il a forcément un intérêt majeur dès le départ. Donc ce qu'on a voulu faire ici, et comme je vous le disais, ce sera détaillé un petit peu plus tard. Les secteurs humides qui ont été préservés au maximum, ceux sur lesquels on a évité le travail d'aménagement, sont ceux sur lesquels on savait qu'on avait quelque chose de mieux à faire, ou alors qui, au contraire, donnaient déjà leur potentiel maximum et qui, à ce titre, devaient être préservés. Ce que je veux, et je conclurai sur cette diapositive-là, vous faire comprendre, c'est que l'aménagement ne s'est pas bêtement plaqué sur l'état initial qu'il a été fait, mais au contraire, l'état initial, surtout celui concernant les zones humides, a été fait
bien en amont, pour qu'on puisse savoir où orienter l'aménagement pour qu'il puisse être en accord avec la réglementation et bien entendu être en accord avec ce qui vous avait été dit par Siam juste avant, à savoir le fait de pouvoir intégrer une dimension écologique au quartier. Dernière diapositive pour ma part, ce qu'on appelle nous la bioévaluation. Donc il s'agit en fait de prioriser les différents environnements, enjeux environnementaux d'un secteur. Donc c'est une cartographie là par contre qui obéit à des on va dire des règles de hiérarchisation qui seront propres à chaque bureau d'études, dans lesquelles on le fait rentrer les différentes sensibilités qui ont pu être repérées sur le terrain. À savoir que sur le plan purement environnemental, un secteur totalement aménagé, je prends l'exemple d'une route, c'est ce que vous avez ici en gris, va représenter pour le milieu naturel, que ce soit humide, hydrologique, faunistique, floristique, donc pour les animaux ou pour les plantes, très peu d'intérêt. À la différence des secteurs qui sont composites, dans lesquels on va retrouver à la fois une dominante humide ou non, une dominante hydraulique ou non, avec la présence de fossés ou pas, une connexion entre des systèmes de prairies ou des systèmes de boisement, un couloir également, ce qu'on appelle traditionnellement des corridors, qu'on voit intervenir dans les trames vertes et bleues, qui reviennent très souvent lorsqu'on parle de documents d'urbanisme. Eh bien, ces différentes composantes d'un secteur et là, les différentes connexions qu'il a avec les secteurs qui lui sont périphériques vont lui conférer plus ou moins d'intérêt, plus ou moins de valeur vis-à-vis du vivant, que ce soit en intrinsèque, c'est-à-dire parce qu'on a déjà vu, on sait déjà qu'il abrite du vivant, soit parce qu'on pense qu'il peut en abriter, ou alors qu'en soi, il est préférable de le conserver en l'état, parce qu'il est susceptible d'abriter à terme des populations de tel ou tel groupe faunistique. Je pense aux chauves-souris en particulier, aux batraciens également, les grenouilles, les tritons, qu'on a recensés par exemple sur le site. Donc apparaissent en fait sur ce site les secteurs en gris, donc sur lesquels très clairement il y a assez peu de choses à faire, ce sont surtout les secteurs de voirie. Des secteurs plus vert clair, donc c'est une bioévaluation relativement faible sur laquelle on sait il y a toujours un intérêt pour la faune, il peut y avoir un intérêt pour la flore, mais il peut être en général assez limité, surtout quand ce sont des espaces qui sont très cultivés. Donc c'est le cas notamment des arrières de parcelles, des jardins, des choses comme ça, également des grandes cultures céréalières où effectivement la faune peut se cacher, mais on a une très faible biodiversité. On a très peu d'espèces d'oiseaux, par exemple, qu'il faut exploiter ces sites-là, même s'il y en a quelques-unes. Dans un contexte un peu plus médian, vous avez une bioévaluation un peu plus médiane, plus moyenne, que vous voyez apparaître en jaune. Donc là, ce sont des secteurs qui vont déjà connecter avec des zones humides, soit sur les critères sol, soit en lien immédiat sur les secteurs à plus fort enjeu. Où je vais bondir, donc ce sont les derniers qu'on voit là sur le secteur. On a peu en fait de secteurs vraiment d'habitat très fort. Ce sont juste les quelques points très précis sur lesquels on a trouvé des arbres, certains arbres en fait qui pouvaient être propices aux chauves-souris ou qui abritaient des espèces d'insectes protégés. Là, dans le cadre du secteur de la ZAC et Cariponnière, la bioévaluation la plus forte qu'on ait trouvée est significative, donc c'est le niveau 4 sur 6. Ce sont les secteurs en orange, qui sont donc au centre-est, un secteur boisé sur lequel au centre duquel on a 2 prairies humides peu exploitées, donc on a une bonne biodiversité, une diversité assez soutenue, et puis beaucoup plus massif sur la partie est, une grande coulée verte, une grande coulée centrale qui, vous verrez plus tard dans les aménagements, va tenir tout son rôle. Donc, à savoir que sur ce secteur-là, va réapparaître les zones humides telles qu'on les avait
tels que je vous les avais présentés en premier lieu. Et puis, pour voir comment tout cela a été digéré par la suite, je vais passer la parole à Marie Champion, je crois, du groupe Mille Architecture. Merci. Donc, bonjour à tous. Donc, un autre élément à prendre en compte dans ce projet, c'est évidemment la présence d'une ligne à haute tension qui traverse le site, qu'on voit en trait plein en jaune. Et à l'occasion de ce projet, on a cherché pour l'instant à dévoyer cette ligne à haute tension au-dessus de ces zones non constructibles, donc les zones humides que vous a présentées Étienne. Et pour ça, justement, pour nous permettre de les éloigner au maximum des constructions, des futures constructions. Les premières études, elles nous ont permis d'affiner les besoins en termes de surface pour répondre à la programmation tout en préservant ce paysage et ces zones humides. Donc, à partir d'un périmètre d'études, on a pu déjà, dans un premier temps, exclure certaines parcelles, donc notamment une parcelle agricole en zonage agricole au sein du PLU, qui est au nord du secteur, en tire-tête bleue, et aussi les fonds de jardin, donc, que l'on a au nord-est et en partie ouest, qui ne donnent pas l'occasion d'un projet à ce stade. On a aussi une question qui est le lien vers le centre-ville de Sainte-Pazanne, puisqu'effectivement, la voie ferrée aujourd'hui au sud de l'opération constitue une rupture. Et donc, il y a toute une réflexion qui est à mener pour un éventuel débouché vers l'allée des Quatre Vents, donc au sud-ouest. Voilà, pour l'instant, c'est une hypothèse de réflexion, il n'y a rien d'acté et ça avancera au fur et à mesure des échanges et des réflexions. Donc, le périmètre opérationnel qui en ressort une fois ces parcelles exclues, c'est le tire-tête rouge que l'on a sur le plan qui s'affiche, qui est une surface d'à peu près 24,7 hectares. Ce périmètre, évidemment, intègre la rue des Écaries, l'impasse des Ponnières, les différents accès, les zones humides, etc. Donc ensuite, le périmètre aménageable en tant que tel sera plutôt de l'ordre de 17,7 hectares. Là, la planche, c'est le périmètre, donc je la passe rapidement. C'est peut-être juste pour vous situer le périmètre opérationnel dont on vient de parler, calé sur une photo aérienne, notamment si vous habitez à proximité, peut-être que vous vous repérez plus facilement sur une carte comme ça. On va la passer assez rapidement, mais vous pourrez la retrouver ensuite sur le site de la commune après cette réunion. Donc, il s'agit maintenant de vous présenter les premières intentions du projet qui ont avancé en parallèle de ces études environnementales. Le premier point, effectivement, c'est comme l'a rappelé Étienne, cette présence assez importante des zones humides sur le projet. Donc là, on voit en aplat bleu les zones humides telles qu'elles ont été retravaillées entre les zones humides qui ont été conservées, les zones humides qui ont été créées pour répondre à celles qui ont dû être supprimées, puisque l'idée, c'est de retravailler aussi parfois pour faire rentrer le programme. Évidemment, ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est une première hypothèse de travail, puisque ça va évoluer et être affiné en fonction des dernières conclusions environnementales à venir et en fonction de l'avancement du dessin du projet, évidemment. Dans tous les cas, ce qui nous semble important à dire, c'est qu'on va vraiment chercher à maintenir et à conforter ces zones humides, à les maintenir par leur alimentation. Et ça va vraiment constituer un atout pour le projet, puisque finalement, ça dessine des vastes plaines ouvertes à l'échelle du quartier. Donc, c'est des lieux de respiration, des espaces verts un peu rafraîchissants au cœur du quartier, qui vont être assez intéressants et un vrai atout pour le projet. Sur ce site, donc, hormis ces zones humides, on a aussi des fossés, on a aussi des mares, donc finalement une présence hydraulique assez importante. Et l'objectif du projet d'aménagement à venir, c'est finalement de travailler ce parcours de l'eau pour en faire un récit de projet en la maintenant sous forme aérienne, en prolongeant cette notion de fossé par des nœuds, par des bassins pour gérer aussi la question hydraulique du projet qui sera à venir, qui n'est pas encore avancé à ce stade, mais qui sera effectivement une question. On a en bas à gauche de la présentation une petite image d'un projet où il y avait effectivement une zone humide, donc on est sur la côte, et effectivement, on voit bien qu'à l'occasion de ces espaces plus ouverts, on peut aussi aménager par un petit mobilier un espace où on puisse avoir un espace un peu
pédagogique aux abords de ces espaces de biodiversité, des espaces un peu plus de détente, de loisirs, etc. Donc, c'est vraiment, ça participe à la qualité même du projet. On a également des haies bocagères denses et continues qui structurent le site et qui dessinent en fait des chambres bocagères en creux. Donc, on a un petit exemple en bas à gauche qui a été prise, une photo qui a été prise sur le site. Et donc, c'est vraiment un patrimoine végétal qui est historique, qui est de grande qualité, qui a un atout majeur de biodiversité. Et l'enjeu dans le projet, c'est évidemment de maintenir ces haies bocagères et ce patrimoine et de venir plutôt inscrire assez finement les nouvelles habitations au creux de ce paysage en étant vigilant à leur maintien. Et finalement, ça va aussi participer à fabriquer un quartier qui va assez rapidement être intégré dans le paysage global de la ville, puisque eh bien, on aura un paysage préexistant et qui va donner une image assez presque finie assez rapidement pour le quartier. Ce qu'on voit, c'est que le patrimoine végétal et hydraulique superposé dessine finalement deux grandes coulées vertes, deux grands corridors, un nord-sud et un qui se dirige plutôt vers le nord-est, qui vont être des lieux, plutôt des tendeurs écologiques importants à préserver et sur lesquels on va pouvoir adosser des cheminements, etc. Donc, en complément de ce patrimoine, comme on l'a vu, il y a la question, la présence d'une ligne à haute tension qui traverse le site. On sait que la présence d'un tel ouvrage, c'est vraiment une question sensible et c'est pourquoi on a cherché par ce projet à essayer de à la fois l'intégrer discrètement au paysage et évidemment à l'éloigner au maximum des constructions. Donc c'est pour ça, comme je l'évoquais tout à l'heure, qu'on a cherché à dévoyer cette ligne à haute tension. Donc comme on le voit sur le schéma, pour la mettre au-dessus des zones humides, donc des zones inconstructibles, ce qui nous permet d'éloigner au maximum les constructions, puisque là où on n'a pas de zone humide, donc plutôt au secteur nord-ouest, on a un recul minimal de 10 mètres, et partout autour, on a plutôt un recul minimal de 30 mètres, voire plus sur les autres secteurs. Donc, ce qui permet de répondre aussi d'une certaine manière à cette question. L'autre sujet était évidemment sur cette question de savoir si on maintenait en aérien ou si on enterrait cette ligne à haute tension. D'après nos premiers retours d'études, il est préférable, et ce qu'on va souhaiter faire, de la maintenir en aérien, puisque donc les premières études montrent que les ondes semblent plus fortes en enterré, ce qui paraît assez logique, puisque le câble est enfoui à peu près à 5 mètres de nous, alors qu'en aérien, il est à 10-15 mètres au-dessus de nous. Ensuite, l'objectif du projet, effectivement, c'est de proposer donc un maillage de cheminement doux. Donc, cheminement doux, c'est tout ce qui est piéton, cycle, trottinette, skate, etc., qui soit qualitatif et sécurisé et qui puisse ainsi proposer une vraie alternative à la voiture pour se déplacer à l'échelle du quartier, voire à l'échelle communale, pour même aller au centre-ville ou à la gare. Donc, ces liaisons douces majeures, elles vont structurer le site. Et elles permettront notamment de rejoindre, donc, comme je disais, le centre-ville ou la gare par des chemins qui vont être qualitatifs et arborés, puisqu'on va être au maximum aussi au contact des haies bocagères existantes. On a une petite image en bas à droite où sur un projet, voilà, on voit un chemin qui est au contact d'une haie qui est déjà existante et qui fabrique des liaisons assez qualitatives. Donc, on a ce cheminement principal nord-est vers le sud-ouest, qui aujourd'hui dessine, à ce moment de l'hypothèse, une sortie vers l'allée des Quatre Vents, comme on le disait. Ça reste une hypothèse qui sera, comme on l'évoquait, sujet à de nombreux échanges et discussions, voir si cette option est faisable. On a aussi un chemin structurant qui va permettre de relier la rue des Écaries à l'impasse des Ponnières, et également une qui va accompagner, une voie verte, qui va accompagner la rue des Écaries sur sa frange nord. Ce qu'on voit en complément avec les petits pictogrammes bleus et blancs, c'est qu'à l'occasion de ce projet, il y a aussi cette notion, comme le rappelait Monsieur le maire, de bien vivre ensemble. Et ce qui nous semble important, c'est aussi de jalonner ces cheminements de différents espaces publics, différents espaces collectifs. On va pouvoir se rencontrer, discuter, on va pouvoir jardiner ensemble ou chacun sur un petit bout de jardin partagé. Il y aura des espaces de jeu, des espaces de détente. Et c'est ça finalement qui va jalonner ces cheminements, qui va participer à la qualité du projet et à cette
notion de bien vivre ensemble à l'échelle du projet et à l'échelle plus large, puisque ces chemins sont évidemment ouverts à qui veut de l'ensemble de la ville. On a d'ailleurs en bas à gauche une petite référence sur un projet où, voilà, à l'occasion d'un bassin hydraulique paysager ou d'une zone humide, grâce au recours à un petit mobilier, ça fabrique un espace de détente où on peut venir se reposer, observer le paysage et qui est assez qualitatif. Donc, en complément de ce maillage doux, il y a forcément la question de la desserte automobile. Donc, la rue des Écaries qui existe sur le projet va être restructurée pour devenir un axe principal dans le projet et pour accueillir le trafic qui va être induit par les nouvelles constructions. Donc, pour ça, on va retravailler son profil pour permettre un apaisement de la vitesse, une sécurisation des accès et des traversées et, comme on l'évoquait, pour accompagner aussi un itinéraire mode doux le long de cet axe. À partir de cette voie principale, l'idée, c'est d'avoir une hiérarchisation des voies qui permet effectivement d'avoir un juste dimensionnement des vitesses et des usages à l'échelle du projet. Donc, on a autour de cette rue des Écaries et au nord, le secteur est un petit peu différent parce qu'il est cadré par des rues existantes déjà assez structurantes. On a plutôt des voies secondaires ensuite qui traversent le quartier, qui ne font pas forcément des bouclages partout. Et ensuite, à partir de ces voies secondaires à la vitesse réduite, on a des petites antennes, des petites placettes qu'on voit en pointillés qui vont permettre de desservir l'ensemble des îlots habités. Et voilà, la notion de ces placettes, c'est aussi de changer de registre, de plus forcément être dans un vocabulaire que de rue passante où on habite autour de la rue. Mais l'idée, c'est plutôt d'habiter autour de placettes, donc à usage mixte, on va pouvoir accéder chez soi, évidemment, mais du coup, comme ça sera un petit peu à l'écart de la circulation principale, on va pouvoir aussi y jouer, on va pouvoir se rencontrer, discuter entre voisins, et finalement, que ça devienne un vrai espace de convivialité à cette échelle. Ensuite, donc à partir de cette structure, on voit que se dessinent en creux les îlots habités. Donc, la programmation, elle reprend les objectifs fixés par la commune donc en termes de nombre de logements et en termes de répartition typologique. Donc, on a donc un programme global de 35 à 40 logements par an pendant 10 ans, donc ce qui permet un échelonnage des constructions dans le temps. 10 ans, c'est assez long. Et donc, comme le demandait donc la commune, on a 30% de logements sociaux. Donc, ils sont soit sous forme d'îlots plus collectifs, donc ce qu'on voit en orange plus foncé sur le schéma, ou sous forme de maisons groupées, maisons denses, ce qu'on voit en orange clair. Donc, 10% plutôt d'îlots collectifs et 20% d'îlots maisons groupées. On a aussi 50% de terrains à bâtir libres de concepteurs, donc c'est ce qu'on voit en vert sur le projet, qui auront des parcelles de taille variée. Et enfin, on a des petits terrains abordables qui sont plutôt destinés pour, par exemple, des ménages en début de parcours résidentiel ou pour des personnes vieillissantes qui ne souhaitent plus forcément entretenir un grand terrain. Et donc, voilà, on aura 20% de ces terrains qui sont ici en bleu-violet sur la carte. L'enjeu, comme on le voit sur le schéma, c'est vraiment aussi de proposer une mixité typologique à l'échelle de l'ensemble du secteur, donc sur l'ensemble du secteur, pour apporter une variation, tout en étant évidemment vigilant au contexte habité, puisqu'on s'inscrit en creux d'un contexte où il y a déjà des voisins qui sont en place. Sans doute, certains sont là aujourd'hui. Et donc, c'est là où on a nos petits pointillés roses, c'est là où on a ciblé qu'il y avait des maisons, des jardins qui sont existants, et on a été vigilant à travers la programmation à programmer plutôt des formes de maisons et de jardins dont les implantations vont être maîtrisées à proximité de ces lieux déjà habités. Ensuite, l'autre sujet qui souvent pose question, c'est les îlots collectifs. Ici, quand on parle d'îlots collectifs, effectivement, on est dans un registre de petits plots de 2-3 étages maximum. Donc, c'est un gabarit de grosses maisons, c'est à peine un étage de plus. Donc, ça reste très relatif. Et forcément, on a cherché à avoir une inscription de ces îlots qui soit cohérente à l'échelle du projet, qui soit vigilante en termes d'intimité, en termes d'ensoleillement, en termes de vue aussi offerte pour ceux qui vont y habiter. Et c'est pour ça qu'on les a inscrits soit en creux des bocagères, donc on en a un au nord de la rue des Écaries notamment,
On a un petit exemple en haut à gauche où on voit voilà, qu'un petit bâtiment collectif inscrit au creux de la végétation, il s'intègre parfaitement puisqu'il ne dépasse souvent pas les arbres et on distingue à peine. Et à l'inverse, ceux qui habitent vont pouvoir habiter un contexte assez qualitatif à venir côtoyer les arbres, les feuilles, etc. On a aussi d'autres inscriptions où on va être plutôt au droit des zones humides pour voilà, avoir un recul des contextes habités à proximité et puis aussi permettre des vues ouvertes et dégagées assez intéressantes depuis ces îlots-là. La forme urbaine des maisons s'organise quant à elle plutôt sous forme de ce qu'on appelle des hameaux. Donc, c'est des regroupements plutôt de 5-6 logements autour de placettes, donc les placettes qu'on évoquait tout à l'heure, qui vont participer à cette qualité du vivre ensemble, à des usages mixtes et fabriquer déjà des lieux de rencontre à cette échelle-là. Enfin, le dernier sujet, on a ce qu'on voit en jaune là, au milieu du secteur, on a une réserve foncière d'à peu près 4000 m² qui est donc aujourd'hui réservée pour proposer un petit équipement de quartier qui aujourd'hui n'est pas encore déterminé, qui sera un équipement communal. Voilà pour la présentation du projet.